Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette confidence d'auteur. En ce beau dimanche après-midi, déjà le dernier de cette 51e édition du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis Marie-Danielle Roy. Je vais avoir l'occasion, au cours des prochaines minutes, de recevoir Élise Turcotte, l'auteur, et aussi Geneviève Evrel, qui, vous la connaissez peut-être mieux sous le nom de Miss Sushi. Mais, pour commencer, une fille d'ici, Marjolaine Bouchard. Bonjour, Marjolaine. Bonjour, Marie-Danielle. Marjolaine, tout a commencé, officiellement, parce que je sais que vous écrivez depuis quand même très, très, très longtemps, même si vous êtes bien jeune encore. Oui. Vous avez commencé tôt, mais vous avez écrit quand même plusieurs livres, dont le premier qui s'appelait Entre l'arbre et le roc. Vous avez décroché le prix de la plume saguenayenne. Je pense que c'est là que tout a commencé. Oui, effectivement. Alors, c'était... le prix de la plume saguenayenne permettait d'être publié chez un éditeur agréé. Alors, c'était aux éditions JCL, ici à Chicoutimi. Et puis, après coup, j'ai continué une collection jeunesse auprès de cette maison d'édition. Et puis là, depuis les dernières années, j'ai publié des romans historiques aux éditeurs réunis, donc des romans grand public. Donc, depuis les dernières années, on a pu avoir droit à Alexis le Trotteur. Vous aviez fait quand même un roman jeunesse sur Alexis le Trotteur. Donc, oui. C'est un personnage que vous connaissez bien. Et ensuite, l'année passée, on a eu Lily Saint-Cyr. Et là, vous arrivez avec Madame de Lorimier. Oui, en effet, c'est dans un univers totalement différent de Madame Lily Saint-Cyr, qui, elle, était une effeuilleuse américaine. Et là, tout à coup, on se retrouve avec Madame de Lorimier. C'est une histoire vraiment plus sombre et qui nous rapporte à notre passé, c'est-à-dire autour des années 1837-38. On se rappelle de la rébellion des Patriotes. Alors, Madame de Lorimier, c'est la femme de Chevalier de Lorimier, l'un des 12 pendus qui ont été exécutés après ces terribles événements ici dans notre belle province de Québec. Qui était-elle, Henriette Cadieux, la femme, justement, Madame de Lorimier? Qui était-elle? Bon, en fait, c'est ça. Elle s'appelle Henriette Cadieux, son nom de fille. Elle était la fille du notaire Jean-Marie Cadieux, qui était un notaire très bien en vue à Montréal, qui était propriétaire de plusieurs terrains, des lots. Donc, c'était une famille de la petite bourgeoisie de Montréal. Et puis, elle est née d'une famille elle était dans une famille de 5 enfants. Et elle est tombée amoureuse du jeune notaire qui était Thomas Chevalier de Lorimier. Donc, elle est tombée vraiment amoureuse. C'est une très belle histoire d'amour en passant. Et puis... Il y avait au moins ça quand même. Quand même. Et puis, donc, c'est ça. C'est une femme de Montréal. Mais je pense qu'elle était quand même un peu à l'avant-garde, peut-être un peu féministe. Elle voulait elle-même devenir notaire, non? Elle avait, son père étant notaire, elle avait quand même une admiration pour la profession, mais les femmes ne faisaient pas d'études pour accéder à des emplois libéraux. Alors, il y avait la possibilité d'être soit enseignante ou religieuse, ou elle prenait mari. Alors, les choix étaient plus minces, alors elle ne pouvait pas faire la carrière de notaire. Mais pourquoi avoir choisi d'écrire l'histoire de Madame de Lorimier? En fait, moi, je fais affaire avec la maison d'édition Les Éditeurs Réunis. Alors, c'est M. Daniel Bertrand qui est directeur de la maison. Et puis, lui me propose souvent des personnages, comme les quatre derniers. C'est avec lui qu'on a discuté des personnages à proposer en roman historique. Et puis, lui, il y a 20 ans, M. Daniel Bertrand, il travaillait aux éditions Stanquet. Et il avait travaillé à la publication du livre qui s'appelle 15 février 1839, qu'avait écrit Pierre Falardeau. C'était le scénario du film. Pierre Falardeau cherchait du financement pour pouvoir projeter son film à l'écran. Et M. Bertrand avait été vraiment très, très touché et je pense que c'était affectif pour lui. Quand il a vu ensuite le film qui a été présenté à l'écran, c'est Sylvie Drapeau qui va incarner le rôle de Madame de Lorimier dans ce film-là. Et elle est tellement intense, je pense que c'est elle qui prend la vedette dans le film. Et il a eu donc, il y avait toujours cette idée-là de pouvoir proposer le roman historique au lectorat québécois, pour qu'on puisse connaître l'histoire de cette femme-là, parce que notre histoire ne présente pas souvent les figures féminines qui ont comme été oubliées. Alors, quand il m'a parlé du personnage, j'étais un petit peu inquiète en rapport qu'il s'est publié beaucoup de choses sur cette période-là des Patriotes. Et puis aussi, c'était une histoire très sombre. Et j'hésitais avant de m'embarquer dans le projet. D'autant qu'il s'est publié tant de choses, toute la documentation qu'il y a, des fois, fait qu'on est enseveli avec tout ce qu'il y a à lire. Mais j'ai relevé le défi parce que j'ai lu une citation dans un livre, un vieux livre qui s'appelait « Vieille maison, vieilles gens ».
il y avait un propos de Faribault là-dedans, Aimé Faribault, qui disait que Mme de Lorimier était une femme intelligente, intellectuelle et très cultivée, mais qu'après les épreuves qu'elle avait subies, elle s'était retirée du monde avec ses 2 filles et que ces 2 filles étaient devenues tellement exclues de la société qu'elles étaient devenues bizarres. Et ça m'a, l'étrangeté, là, m'a poussée à la curiosité pour aller voir qu'est-ce qu'il y en était, puis de le présenter dans le roman. Et je pense que ça donne quelque chose d'assez particulier. Mais pourquoi M. Parent vous a-t-il fait confiance? Pourquoi il vous a choisi, vous, pour écrire cette histoire-là? Monsieur Bertrand, ben, écoutez, ça fait quand même plusieurs années qu'on collabore ensemble. C'est lui qui m'a demandé d'écrire le roman grand public pour Alexis le Trotteur, Le Géant Beaupré, Lily Saint-Cyr. Et puis, je pense qu'il aime bien la façon que j'ai d'écrire. Et donc, c'est vraiment une relation de confiance qui s'est établie au fil des ans. Puis, comme mes romans aussi ça marche bien en librairie. Alors, on continue. Pourquoi pas? On continue Oui. avec le succès. Mais quand vous me dites, j'ai lu sur elle, ça a piqué ma curiosité, l'étrangeté et tout ça de qu'elle a pu vivre au moment de son veuvage, est-ce que vous avez été ravi ou déçu? Ou qu'est-ce que vous, à la lumière de vos recherches, est-ce que ça a répondu à vos attentes? J'ai été choquée. Choquée? Et dans quel sens? Dans quel sens? C'est parce qu'on revisite notre histoire. Et puis moi, quand j'étais au secondaire, on avait abordé ça de façon très, très sommaire, la période des patriotes. Et quand on s'y replonge, ça nous fait comprendre d'où on vient et qui on est. Puis comment ces pauvres patriotes ont été traités à l'époque, et la population aussi canadienne-française. Alors, c'est... C'est ça. J'ai écrit quelques passages un petit peu dans la rage, mais c'est comme ça que je me suis sentie dans l'écriture. C'est une écriture qui ne m'a pas épuisée, mais qui m'a demandé quand même beaucoup d'énergie. Et toute cette énergie, on la retrouve quand même au fil des pages parce que vous commencez vraiment à la petite enfance de Henriette Cadieux. Comment vous êtes-vous documenté pour cette période-là qui est quand même, là, vous parlez de calèche, de trottoir de bois, c'est vraiment de s'imprégner d'une toute autre époque. Oui, en effet. Alors, c'est pas seulement d'aller vérifier les documents sur les différentes batailles qui ont eu lieu à cette époque-là, mais c'est de vraiment recadrer les personnages puis de les ressusciter, c'est-à-dire les rendre vivants dans leur contexte. Donc, il faut lire les voitures à chevaux à l'époque, l'éclairage, comment on éclairait Montréal à cette époque-là, quel était le plan de la ville, comment les gens s'habillaient. Alors, il faut aller dans le menu détail, ce qui permet d'incarner le personnage sans que ce soit un documentaire, parce qu'il ne faut pas faire du didactisme honteux. Là. Regardez, j'ai fait une belle recherche dans Wikipédia et je vais vous placer ça là. Non, il faut que ce soit vraiment passer dans la focalisation des personnages, doucement dans les dialogues, toujours par la perception des personnages. Alors, il faut vraiment que ça passe comme si je le vivais maintenant. Justement, parce que, on parle de sentiments, là, quand même, on passe par toute une gamme d'émotions. Comment on peut aller chercher, justement, les sentiments de quelqu'un qui devient veuve, quelqu'un qui est très endettée, hein, il lui laisse... elle se retrouve très, très, très pauvre. Comment on peut aller chercher les sentiments? Là? Vous avez vécu beaucoup de choses, mais peut-être pas à ce point-là. La pendaison, c'est pas quelque chose qu'on vit tous les jours maintenant. Non, heureusement, d'ailleurs. Mon Dieu. D'abord, je pense que je suis une personne assez sensible, humaine, et sensible à la détresse des autres et au revers de vie. J'ai vu des gens aussi dans le deuil, dans cette espèce de détresse et de pauvreté. Donc, ça peut nourrir aussi pour pouvoir incarner mieux tout ça dans le personnage et dans ce qu'il a vécu. Et puis, j'ai lu aussi. Est-ce que vous avez lu des biographies, peut-être de femmes de cette époque, d'hommes de cette époque, pour justement voir comment ça se vivait avec la religion qui était évidemment très importante à l'époque? J'ai lu des documents comme Lettres de femmes, qui étaient des femmes qui étaient de cette époque-là, des femmes du 19e siècle. J'ai lu aussi dans le sillage des patriotes, des journaux intimes de femmes. J'ai lu aussi toute la correspondance qu'ont échangé Henriette Cadieux et Chevalier de Lorimier. Il y a des lettres qui sont rapportées textuellement dans le roman aussi. Ce sont des lettres authentiques qui sont publiées dans le roman. Oui, effectivement. Alors, ça me permettait, c'est ça, d'aller chercher exactement, là, peut-être, qu'est-ce qui se passait dans leur psychologie. Ça permet vraiment de nourrir les personnages.
Est-ce que vous avez, parce que là, il y a beaucoup de faits historiques, est-ce que vous avez fait réviser, par exemple, votre livre par un historien pour vérifier les faits ou votre recherche était quand même assez complète? Oui, j'avais un petit comité de lecture. Alors, j'ai mon conjoint, Patrick Gay, qui, lui, s'y connaît bien parce qu'il a déjà donné des cours de littérature québécoise et qui s'y connaît bien aussi au point de vue historique. Alors, lui m'a aussi réorienté des fois quand j'avais des petites coquilles ou des anachronismes. Et puis, j'ai fait relire aussi par Elisabeth von Arbour, mais elle, c'était pas du côté historique, mais plus littéraire. Alors, puis aussi, la maison d'édition ont quelqu'un qui repasse tout le texte. Alors, j'ai un directeur littéraire qui est vraiment bien aussi. Et comment on se sort de cette écriture-là? Parce que c'est de vivre pendant plusieurs mois, j'imagine, dans un autre siècle. Comment vous êtes ressorti de cette lecture-là? Il a fallu que j'en ressorte parce que Madame de Lorimier, elle m'a comme vampirisée, je pourrais dire, parce qu'elle m'a pris beaucoup d'énergie. Et puis, au point de vue intellectuel, j'ai éprouvé une petite fatigue, une certaine fatigue après coup. Et là, je m'en suis sortie, un peu comme disait notre Guy Lalancette hier, dans des travaux manuels. Oui, alors, qu'est-ce que vous avez fait? Je me suis mis à repeinturer l'intérieur de la maison. J'ai fait le jardin. J'ai travaillé dehors, à l'extérieur. Alors, c'est vraiment comme ça que j'ai retrouvé un certain équilibre. Après, le géant Beaupré, Lily Saint-Cyr, Madame de Lorimier, est-ce que vous pensez toujours roman historique ou vers quoi vous dirigez-vous? Avez-vous déjà des projets? Oui, j'ai déjà un autre projet. Je n'ai pas commencé encore parce que là, je suis encore un petit peu en pause, mais je vais m'y remettre très bientôt. Alors, j'ai un projet toujours aux éditeurs réunis. Alors là, on parle d'une saga en 3 tomes. Mais ce ne sont pas des personnages historiques cette fois-ci, mais ce sera un roman d'époque, mais avec des personnages fictifs. Je ne peux pas en dire plus. Ça donne plus de latitude à ce moment-là. Oui, en effet, oui. Bien, écoutez, Marjolaine Bouchard, on vous souhaite le meilleur avec Madame de Lorimier. D'ailleurs, vous êtes en séance de signature encore au stand 67 pour les gens qui voudraient aller poser des questions, discuter avec Marjolaine Bouchard. Bien, merci beaucoup. Bon succès à Madame de Lorimier. Un fantôme et son ombre de Marjolaine Bouchard, c'est à lire. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Marjolaine. Je vous en prie. C'est déjà la deuxième entrevue de notre bloc. J'ai le plaisir de recevoir une poète, romancière, nouvelliste. Elle a enseigné pendant presque 30 ans la littérature au Cégep du Vieux-Montréal. Elle a reçu plusieurs prix, autant pour de ses romans. Elle a fait aussi dans le roman jeunesse, dans la poésie, 2 fois prix du gouverneur général. Vous avez aussi reçu un prix pour l'ensemble de votre carrière, qui est quand même un très beau prix, une belle reconnaissance, du moins, du Conseil des arts et des lettres du Québec. Vous comptez une vingtaine au moins là, d'ouvrages dans votre carrière. Et là, vous venez nous présenter Le parfum de la tubéreuse. Oui. Déjà, le titre est intriguant. Ça marche, ça? Ça marche, le micro? Oui. Oui, ça va? Oui. Oui. Alors, le parfum de la tubéreuse. La tubéreuse, c'est une plante, c'est une fleur. C'est une plante avec une fleur blanche c'est une belle fleur, mais dont on se sert beaucoup en parfumerie. Et les parfums, je pense que vous avez un petit faible pour les parfums. Il y en a dans votre roman, mais je pense que si... Un genre d'obsession. C'est une belle obsession quand même, parce que vous sentez la littérature, vous sentez les mots. Dans ce livre-là, j'avais envie d'aborder la question de qu'est-ce que ça sent la poésie, qu'est-ce que ça sent un livre, qu'est-ce que ça sent les mots. Puis la narratrice du roman, elle n'a qu'un livre. On en parlera plus tard là, de l'histoire, mais elle n'a qu'un livre avec elle. Et dans ce livre-là, il est question d'une tubéreuse. Puis c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, un livre d'une Chinoise qui s'appelle Can Zhu, qui a écrit Dialogue en paradis. Puis quand j'ai vu ça, qu'est-ce que c'est qu'une tubéreuse? J'ai commencé à faire des recherches. Et là, j'ai commencé j'en ai eu. On m'a offert des parfums de tubéreuse et je m'en suis acheté. J'ai commencé à faire comme une espèce de fixation sur, sur les parfums qui contiennent de la tubéreuse. Parce que ces parfums-là, la fleur de tubéreuse est très difficile à manier en parfumerie. Au contraire de la rose, par exemple. C'est jamais facile, mais c'est une fleur qui est rébarbative, qui peut sentir un peu le moisi. C'est souvent ça en parfumerie. D'ailleurs, on part de quelque chose de terreux pour aboutir à la beauté. Puis avec la tubéreuse, c'est encore plus probant. Donc, pour l'utiliser bien, il faut vraiment la travailler puis la comprendre.
Bon, le parfum de la tubéreuse, je pense que ça résume bien le livre parce que vous me dites de quelque chose de terreux à la beauté. Il me semble que ça résume bien aussi en même temps votre livre. Oui, parce que l'histoire, c'est l'histoire d'une femme qui a été enseignante, peut-être pas pendant presque 30 ans, mais qui est enseignante, qui a dû le laisser, on se comprend pourquoi, qui s'est fait un peu presque... Elle a dû démissionner de sa job pendant le printemps érable en 2012. Et ensuite, elle meurt. Et après ça, elle meurt. Puis là, quand on meurt, ben on ne sait pas encore qu'est-ce qui va nous arriver. Mais... Ouais. Vous demandez si c'était autobiographique, mais comme elle meurt, peut-être le personnage est inspiré quand même. Oui, c'est un peu inspiré, mais c'est évidemment pas moi parce que je suis là. Mais peut-être que c'est je suis ressuscitée, puis personne ne le sait. Peut-être. Mais enfin, bon, elle meurt. Et puis, à sa grande surprise, elle se retrouve dans une espèce de prison purgatoire avant la vraie mort, où on l'oblige à enseigner. Est-ce que c'est le purgatoire ou l'enfer? Les deux. Donc, c'est une espèce d'enfer où on l'oblige à enseigner, donc à rejouer un peu ce à cause de quoi elle s'était un peu fait jeter dehors de son emploi de professeur. Et juste avant la mort, tous ceux qui sont dans ce qu'elle appelle le bunker, on lui a dit, on va retourner chez vous et tu as le droit à un seul souvenir. Et elle, son souvenir, c'est le livre de Kanzu, le Dialogue en paradis. Donc, elle n'a qu'un seul livre à enseigner à ses 15 étudiants. Alors, c'est mystérieux, mais c'est ça. Mais dans le livre, elle puise assez... Il y a assez de richesse, parce qu'il y a plusieurs couches dans votre livre aussi. Oui, c'est vraiment... Oui, il y a beaucoup de mise en abîme, il y a beaucoup de renvois à d'autres formes de littérature. Il y a plusieurs couches. Parce que quand on commence le roman, puis je voulais qu'on revienne sur une phrase que vous avez dite en entrevue. Vous avez dit « Je me sens de plus en plus libre dans ce que j'écris. Il faut arrêter de penser que les livres n'existent que pour plaire aux gens. » Oui, c'est vrai, j'ai dit ça. Bien, ce que je voulais dire, c'est... C'est vrai que quand on écrit un livre, puis après, quand on le publie, on veut que les gens l'aiment. Tout le monde est comme ça. Mais on n'écrit pas pour séduire ou pour plaire au plus grand nombre de gens. Dans le fond, on écrit parce qu'on est obligé d'écrire le livre qu'on est en train d'écrire. Et ensuite, tant mieux si ça plaît. C'est en parlant de termes de concession aussi. Ça me faisait penser à une phrase d'Annie Dillard, que j'aime beaucoup, une écrivaine américaine, qui disait « Pourquoi écrire des livres pour les gens qui n'aiment pas la littérature? » Donc, mais c'est vrai, on en voit de plus en plus des gens qui veulent écrire pour le plus grand nombre. Mais qu'est-ce que ça donne d'écrire pour du monde qui n'aime pas ça lire? C'est bon. Et dans ce livre-là, je fais un peu un plaidoyer pour la sorte de littérature que je veux défendre. C'est un peu aussi une critique de l'éducation. Puis je trouve que le livre il aurait pu sortir au printemps. J'ai attendu à l'automne. Puis là, je trouve qu'il est vraiment d'actualité parce que ça va très mal là, au Québec. Là, on n'y est plus. Là. Il y avait 150 000 personnes dans la rue à Montréal hier. Puis il va falloir qu'il y en ait plus. Donc, c'est comme un peu aussi un livre où j'ai essayé de mêler la poésie avec la politique. Puis dire que l'enseignement... Moi, quand j'enseignais, mes élèves, c'était pas mes clients, mais c'était rendu comme ça. Bon, ben là, toi, tu nous enseignes, donc c'est pas marqué dans le programme, tu devrais pas nous amener au musée, vu que j'ai pas besoin de ça pour passer mon fameux examen. Ben, ouais, OK, mais... T'es pas supposé d'être là. T'as pas le goût d'apprendre quelque chose. C'est le nivellement vers le bas. Le clientélisme, mais aussi en littérature au cégep. Depuis la Réforme, c'est parce qu'on enseigne la littérature, mais la littérature est là juste pour montrer à faire des dissertations puis de l'analyse. Alors que l'analyse et la dissertation... Moi, je suis contre la dissertation, mais ça, bon, je l'ai assez dit au cégep, là. Je me suis assez fait d'ennemis de même, je ne continuerai pas ici. Mais l'analyse, c'est supposé être une façon de comprendre un moyen. Mais le but, c'est d'aimer la littérature, de sentir l'odeur de la littérature, de la poésie. Le but aussi, c'est de former des gens qui vont avoir l'esprit critique par rapport à une société dans laquelle on vit. Mais évidemment, moins on lit, moins on est critique. Puis quand je parle de lire de la fiction aussi, pas juste des livres politiques.
Oui, parce que vous faites référence aussi aux novlangues, là, Oui, le la fameux, novlangue, oui. la novlangue La là, langue de de George bois. Orwell. Oui. C'est ça, parce que il y a un passage dans votre livre où vous Je me- rappelez les élections, la tentative de meurtre sur Pauline Marois, et vous dites le lendemain, Le lendemain, c'est c'est la comme... novlangue. Ben non, Pauline Marois, on était toutes devant la télé quand elle a eu une tentative d'assassinat, mais ça n'a jamais été nommé. Le lendemain, c'est pas si grave que ça. Pendant le printemps érable, d'ailleurs, moi, j'avais écrit une lettre au premier ministre, M. Charest. J'en perds des bouts parce qu'on dirait qu'il n'y a rien qui change. Mais j'avais écrit une lettre qui avait été propagée au début sur Facebook, puis après ça, je l'avais publiée dans Le Devoir, mais où je parlais de la langue des politiciens. Une langue qui est très menteuse, premièrement, mais une langue qui détourne tout le sens des mots. Mais alors, à ce moment-là, il y avait le petit mini carré rouge qui était devenu un objet d'enfant infernal. Il y avait la grève qui était... on ne pouvait plus dire grève, il fallait dire le boycott. Tous les mots étaient détournés de leur sens. Et ça, c'est super dangereux. On l'a en ce moment aussi dans notre campagne, cette espèce de novlangue-là, puis elle est très importante en éducation, cette langue-là. Et comment trouvez-vous, justement, vous parliez que les jeunes sont peu réceptifs, il y a un genre de fermeture d'esprit. Ouais, D'où ça vient, d'après vous? Est-ce que c'est justement les années d'enseignement ou c'est C'est pas... la société? C'est la société. Ça a l'air niaiseux de dire ça de même, mais c'est la société, mais je pense qu'on vit dans un... On va parler du Québec, là, on va pas parler d'ailleurs parce que c'est complexe, mais on vit dans une société où le sens le plus important, la valeur la plus importante, c'est l'argent, le capitalisme et l'argent. Alors, plus ça va, plus la culture, la lecture, l'art devient de moins en moins important. Avec ça vient dans l'art le fait que l'art de divertissement, moi, j'ai rien contre le divertissement. Là. Il y en a qui pensent que quand je dis ça, c'est parce que je suis contre. Pas du tout. Mais le divertissement est venu contaminer l'autre forme d'art. Ce qui fait que maintenant, les livres un peu plus, j'aime pas dire pointus, mais les livres littéraires, c'est ridicule de dire ça, mais les livres comme les miens, par exemple, ben, les journalistes vont parfois dire que c'est difficile à lire ou c'est pas assez divertissant, mais c'est pas grave, c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Ce qui fait que, comme vous avez dit, même dans les universités, peut-être pas, mais dans les cégeps, dans les écoles, on va mettre à l'étude des livres que les jeunes vont certainement aimer. Moi, je trouve que c'est une erreur monumentale. Moi, je le dis, la narratrice, elle dit, elle a un mantra, puis elle rentre dans son cours, puis elle dit à ses étudiants, moi, je ne mets que des livres très sombres à l'étude. On en a assez d'humour au Québec. C'est pas ça mon rôle. Fait que là, elle met des livres super rêvés, là. Moi, je faisais ça, puis ça marchait. Ça finit par marcher, ça dépend comment tu l'enseignes. Donc, je suis pas là pour mettre des livres qu'ils ont déjà lus. Mais on a tellement peur, c'est justement l'affaire de déplaire ou pas, on a tellement peur de ne pas plaire, de perdre nos étudiants, de pas les capter, avec raison. Puis c'est pas de la faute des étudiants non plus, mais c'est aussi un peu de leur faute. Irène le dit dans son bunker, elle a le droit de le dire maintenant qu'elle est morte, là, moi un peu moins. C'est la faute de la... C'est pas une question de faute, mais je pense qu'il y a un cri du cœur là-dedans qui dit « Attention, là, il y a quelque chose qui marche pas ». Vous résistez beaucoup, vous êtes une résistante, Oui, je pense. oui. Mais il ne faut pas oublier aussi que l'éducation, ça n'a jamais eu pour but de former des futurs travailleurs qui vont faire tourner la roue du capitalisme. Mais là c'est ça qu'on voit, là. Pas juste du capitalisme en général, mais c'est grave, là. Pourquoi j'apprendrais, on l'entend-tu au cégep, là, pourquoi j'apprendrais la littérature, je m'en servirai jamais? Bien, c'est parce que ça peut former des êtres humains plus intéressants. Ouais, ben, la culture, générale, c'est ça. Ça fait partie de la culture. Et souvent aussi, vous avez peut-être vous donner un travail. Est-ce que ça compte? S'il n'y a pas de c'est point, toujours ça. Ben, c'est ça, ça Ah revient, ouais, comme s'il y a vous pas de- disiez, à l'argent. Il faut qu'il y ait toujours une valeur Ouais. marchande. Je là. l'ai tellement essayé. Ça compte pas, mais c'est très important, puis c'est moi qui vais te lire. Ben, Ouais. je l'ai beaucoup essayé, cette affaire-là. Mais est-ce que vous avez... Là, ça a l'air un peu pessimiste, là. Non, c'est très joyeux comme livre. Mais est-ce qu'il y a quand même un espoir? Est-ce que dans certains jeunes, vous avez quand même vu cette oui. résistance-là, puis des jeunes qui veulent quand même aller plus Beaucoup. loin? Moi, j'ai enseigné pendant les 15 dernières années de ma vie d'enseignante. J'ai enseigné à mi-temps quand même, mais j'enseignais en création littéraire.
Puis là, je vais à des lancements de livres de mes étudiants, de mes anciens élèves. D'ailleurs, il y a une de mes anciennes élèves qui a fait, bien ça, c'est un peu une anecdote, là, mais elle a fait une grosse fête, sans me le dire, là, puis ça s'appelle Célébration de la tubéreuse. Puis là, ils m'ont fêté, ils ont fêté mon livre, ma retraite, puis il y avait beaucoup d'anciens élèves. Non, c'est un livre d'espoir en même temps parce que, je ne vais pas dire la fin, mais il y a les élèves que j'appelle les enfants de la tubéreuse vont opérer une sorte de vengeance sur toute cette société qu'on vient de décrire. Donc, il y a quelque chose. Puis l'espoir est dans la littérature, dans l'art. Juste un mot, je voulais que vous me parliez peut-être un petit peu de cette chinoise, là, Kansu, que vous aimez beaucoup, beaucoup. Qui fait l'objet. Là, Elle n'est pas facile à trouver, par exemple, c'est ça l'affaire, mais elle a été élevée pendant Mao Tse-tung, l'ère de Mao Tse-tung et la Révolution et tout ça. Et dans un monde où, par exemple, en littérature, ce qui primait, c'est le réalisme, le réalisme socialiste. Et elle s'est insurgée complètement contre ça dans ses livres. Elle était beaucoup plus influencée, par exemple, par Kafka, ou elle lisait des choses de même. Donc, moi, je trouve que c'est une écrivaine qui a une telle liberté dans elle écrit des nouvelles. C'est d'une liberté totale, c'est complètement surréaliste. Et à la fois, on comprend tout à fait bien l'enfermement dans lequel elle a évolué comme chinoise en Chine, alors que tout le monde vivait les uns sur les autres et était observé par le gouvernement, par exemple. Et tout le monde, parce que tu peux risquer de te faire emprisonner, là. Et j'ai reproduit un peu ça, c'est pour ça les mises en abîme. Je reproduis ça un peu au cégep que je décris, parce que Irène se fait chier dehors parce qu'il y a une de ses collègues qui l'a trahi. Vous n'avez pas connu une collègue comme Non, Théa? non. Mais okay. non. Ça me rassure. Il y a mais il y a beaucoup de monde qui en ont connu parce que je reçois beaucoup de témoignages. De dire que ça ressemble à des gens qui le Oui, connaissent? j'en reçois beaucoup. beaucoup. Mais c'est parce qu'on a aussi... Il y a un système de délation dans lequel on vit il me semble qu'on ne voyait pas ça à ce point-là avant. Ouais. Des employés qui vont aller dire, bon, ben l'autre a fait une telle affaire, il est parti avant la fin. Il y a comme un système de police, là, un peu je pense dangereux. que ça va avec tout le reste de ce qu'on a parlé ça va avec tout le précédemment. reste. Je pense que ça va là-dedans. Ouais. Élise Turcotte, donc, c'est un livre, quand on entre dedans, on perd nos repères. On perd nos repères au début, c'est voulu. Oui, c'est ce que je disais tantôt. Ouais. Vous êtes un petit peu résident. Vous avez mis de côté un peu là, les systèmes de narration traditionnels. Hein? Vous avez mis ça de côté. Oui, parce qu'en même temps, je voulais justement défendre les livres qui marchent dans d'autres ornières. Tu sais, je voulais pas non plus... Dès le début, par exemple, mon programme narratif est là. On s'aperçoit qu'on est dans un bunker. Au bout de 3-4 pages, la fille est morte. Puis dès la première page, elle est devant ses étudiants qu'elle dit embrigadée dans le réalisme. Fait que dès le début, mon programme est là. On sait à quoi s'en tenir, mais ça vaut la peine de continuer, parce qu'on perd vraiment, là, au début, on ne sait pas où on s'en va, mais après ça, on entre dedans. Oui, parce qu'il y a quand même une folie, une douceur. Je pense qu'il y a une douceur. Moi, on m'a dit c'est ton livre le plus serein. Moi, j'étais bien contente. Je trouvais ça drôle à coller à moi, ce mot-là. Ben, écoutez, c'est peut-être à force d'écrire que ça en vieillissant, il paraît qu'on devient serein. Donc, un livre parfumé de douceur, Oui. Le parfum de la tubéreuse. Élise Turcotte, merci beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi. On applaudit Élise Turcotte. Merci. On poursuit. Déjà, une troisième confidence d'auteur. Je ne sais pas si on va avoir droit à des confidences, là, mais on va voir ça avec elle. Geneviève Evrel, je pense que vous la connaissez déjà. Son visage, on l'a vu dans presque toutes les émissions. On la voit dans les magazines. Vous connaissez son premier livre. C'est La Miss Sushi par excellence. Une créative culinaire, comme on en voit peu. On va parler de son livre aujourd'hui, Tartare à la maison, qui vient tout juste de sortir. Hein? Oui. C'est récent.
Un livre tartare à la maison. Donc, vous aviez eu beaucoup de succès avec votre premier livre Sushi à la maison. Alors, peut-être de rappeler aux gens comment vous avez commencé toute cette histoire-là. Vous étiez d'abord, vos amis étaient chanceux, vous alliez cuisiner chez Oui, eux. c'est ça, effectivement. En fait, moi, je suis propriétaire de la compagnie Sushi à la maison, qui est un service de chef à domicile. Donc, moi, j'ai des Miss Sushi, comme je les appelle, donc qui vont chez les gens un peu partout au Québec faire les bouchées de bonheur, comme je les appelle. Donc, Sushi à la maison, c'est une entreprise qui existe depuis déjà quelques années, depuis 2008. Et puis, Petit Train va loin. Donc, je suis allée faire des sushis chez mes amis pour commencer. Et ensuite, mes Miss Sushi, évidemment, ont pris le relais, sont allés chez une clientèle de toutes sortes. Et puis, à un moment donné, bon, j'ai eu la chance d'écrire le livre Sushi à la maison l'année dernière, best-seller quelques fois. Donc, je suis pas mal Vous en fière. avez vendu combien des sushis à la Ben là, maison? je sais plus, j'ai perdu le compte. Je pense que ça ressemble à pas mal 20 000 livres. Là. Wow! Donc, ouais, Un très ouais. gros succès. Ben, je suis très contente. J'ai pas de gauge là, en bon québécois parce que je sais pas, c'est mon premier livre, donc je sais pas combien, qu'est-ce que c'est exactement un gros livre. Mais en tout cas, je pense que mon éditrice a l'air bien contente. Alors, c'est ça l'important. Et là, Tartare à la maison est sorti le 9 septembre dernier. Alors, jusqu'à maintenant, ça va très bien. On m'a déjà demandé de préparer s'assurer qu'on n'en manque pas pour les fêtes et tout ça. Donc, je pense que ça va très bien. Quand vous avez commencé parce qu'on en a des Miss Sushi ici au Oui, Saguenay-Lac-Saint-Jean, hein? Oui, Déjà il y en a trois? une qui se promène d'ailleurs, en tout cas. Bref, j'en ai une qui est dans le salon en ce moment. OK. Mais je sais que vous l'expliquez dans votre livre. Quand vous avez donné, la première fois que vous avez donné, vous avez demandé à une Miss Sushi d'aller, de propager Quand votre j'ai concept. coupé le cordon, là. Ouais, c'est comme faire garder son enfant par une gardienne la première fois. C'était Oui, difficile. c'est le même, c'est la même chose, probablement le même sentiment, puisque moi, mon bébé à moi, c'est Sushi à la maison. Donc, quand j'ai agrandi mon équipe, donc j'ai commencé par une, évidemment. Là, maintenant, j'en ai 26, mais il a bien fallu qu'il y en ait une première. Alors, pour moi, c'était comme un peu inconcevable de savoir que quelqu'un allait reproduire pareil mes techniques, mon travail, mes bouchées, mon service. Et finalement, quand on se rend compte qu'on peut déléguer, eh bien, on aime ça. Oui, parce que là, ça va bien. Ça a pris l'expansion Oui, de plus en absolument. plus. Vous avez, c'est ça, 22 personnes? 26 Miss Sushi, maintenant? oui, OK. oui, oui. Ah, ben, ça Partout va au bien. Québec, on couvre la totalité du Québec au complet. Est-ce que vous allez faire la même chose pour On le les fait déjà. tartares? Ah, Ouais. vous le faites déjà? C'est déjà parti? tartarealamaison.com, le service de chef tartare à la maison. Même principe que Sushi à la maison. Donc, on l'offre maintenant, le service. Et en même temps que vous avez lancé votre livre, vous avez aussi lancé des produits Ben maintenant. oui. Vous avez élargi Ben vraiment. ouais, tout, je suis la Ricardo des sushis. Mais oui, vous avez travaillé avec lui, d'ailleurs, Oui, avec oui, entre Ricardo. autres. Mais là, vous avez Oui, j'ai une commercialisé. mayonnaise exact. épicée. J'ai commercialisé une mayonnaise épicée Puis une et puis une base. base à tartare. Donc, si, exemple, vous voulez faire un bon petit tartare ce soir, mais là, vous avez passé tout votre week-end au Salon du Livre, là, Oui. vous êtes fatigué, mais vous avez envie d'un tartare parce que mon livre vous a ouvert Je l'appétit. pensais que vous alliez venir à la maison. Ben non, Ah. je retourne chez nous, moi. Mais vous allez acheter ma base à tartare et puis vous coupez vos petits morceaux de saumon, vous mettez une cuillère ou deux de base à tartare Sushi à la maison, puis vous avez un tartare de fait en quelques minutes. Un tartare, il y a plusieurs recettes là-dedans. Et 85. 85, c'est de choisir parce que tout a l'air bon. Mais il y a quand même des ingrédients qui m'ont vraiment étonnée. Vous Comme? cuisinez avec du popcorn, Oui. du Rice Krispies, Oui. avec des chips, OK. du tortillon. Mais là, j'ai l'air la Wow! pire gourmande du monde là, Ben, avec ces faut ingrédients. l'être un peu. OK, oui, je Hein, si m'assume. on veut être une bonne Totalement. cuisinière, il faut être gourmande Ben, là, je quand le même. suis. Hein, ben, j'espère. c'est assumé. Je pense que ça paraît. Ça paraît un petit peu. Alors, mais d'où vous viennent ces idées? Vous prenez une boîte de Rice Krispies le matin puis vous le décidez? Non? Comment ça Non, fonctionne? moi, je suis quelqu'un qui aime les tartares, évidemment, mais j'aime les croustillants, j'aime les trucs originaux, j'aime les textures en bouche différentes. Donc là, quand je me suis dit, bon, il y a la fameuse tempura qui sert de croquant dans les tartares, des fois les wonton frits. Puis là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je pourrais faire? Écraser des chips. Pourquoi pas? T'sais? Parce que dans le fond, quand on y pense, c'est de la friture. Oui, mais c'est un croquant qui reste croquant quand on prend une chips comme une Miss Vicky, exemple, cuite au four. Quand on les écrase, on les met dans son tartare. Exemple, mon tartare croustillant, lime poivre, à la limette, au saumon. Et là, on met des chips Miss Vicky, lime poivre là-dedans. Je peux vous dire que c'est très, très bon. Et là, mon saumon cric-crac-croc aussi, avec les petites Rice Krispies à la toute dernière minute. C'est le fun, t'écoutes ton tartare, puis il pétille, tu sais. C'est bien, bien le fun. Donc, c'est différent, puis c'est créatif.
J'ai vu aussi que vous aviez, ben là, on a parlé tantôt de laisser votre concept à des Miss Sushi. Maintenant, vous le faites très bien. Mais vous avez aussi des recettes qui sont le fruit de certaines de vos collaboratrices. Oui, absolument. J'ai des Miss Sushi, des fois, ils ont des idées complètement folles parce que pour moi, on s'inspire entre nous. Tu sais, des fois, il y en a certaines qui m'ont dit, Geneviève, j'aurais une idée. Puis là, je suis comme, ben oui, c'est super bon. Fait que j'en ai 2-3 Miss Sushi sur les 85 là, qui ont mis leurs recettes à l'intérieur. L'Indienne dans la ville, d'ailleurs, un tartare de bœuf à l'Indienne sur un pain naan, là. Très, très bon. Est-ce que vous faites plein de choses? Ça, les recettes sont éprouvées, on les essaie. Mais est-ce que vous êtes déjà arrivé à faire quelque chose? Vous vous êtes dit, ah non, ça, là, ça marche pas. Sans prétention, je suis obligée de dire que ça m'est jamais arrivé. Wow! Ben tant mieux. Toucher du bois, là. Tant mieux. Parce Mais que vous avez c'est ça. un bon flair. Ben, je pense que vous oui. savez que certaines choses, ça fonctionnera pas. Exactement. Je pense sincèrement qu'il y a des choses qui se mélangent pas. Puis je pense que j'ai la chance d'avoir l'espèce de don de trouver ce qui se mélange. Mais vous n'avez pas étudié en Absolument cuisine. Vous pas. avez étudié en radio, par contre. Oui, j'ai étudié en radio puis en télé, mais ma passion, c'était les sushis et les tartares. Donc, j'ai vraiment commencé par y aller chez des amis, faire mes bouchées, tout ça. Puis, petit train va loin. Moi, j'ai développé ma passion pour le sushi et le tartare en voyageant, en m'expérimentant, en suivant des formations et tout. Mais ma formation principale, mes études, sont vraiment en communication. Donc, j'ai marié mes deux passions. Ben oui. Ben oui, j'ai mon émission à Zest, entre autres. Donc, voilà, je fais des sushis à TV. Sushi à la folie. Sushi à la folie. Zest. Oui. Mais le coup d'envoi, ça n'a pas été un article de Sophie Durocher en Exactement. 2012. C'est ça qui a donné. Ouais. Vous êtes allé cuisiner chez Sophie Durocher. Oui. On sait que son conjoint, c'est Richard Martineau. Encore? Alors, vous avez pris quand même un risque, là. Ben oui. Mais c'est un beau risque. Ben oui, je me suis dit, j'étais pas stressée parce que moi, je reste authentique. Puis j'arrive chez vous avec tout mon matériel de recettes, mes cuisines, mes recettes et tout. Puis moi, dans le fond, je le fais vraiment avec mon cœur. Puis je suis une passionnée. Fait que, tu sais, je me dis, ça peut pas mal aller dans le sens où moi, j'arrive chez vous, je cuisine avec tout mon amour et puis en espérant que vous appréciez. Puis à l'époque, quand Sophie puis Richard m'ont reçu, c'était vraiment embryonnaire encore sushi à la maison. C'était vraiment juste pour moi, tu sais. Je le faisais pour le plaisir, tu sais. J'avais même pas de Miss Sushi encore. Il n'y avait rien à perdre. Non, absolument pas. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, même s'il avait dit que c'était pas bon, il l'aurait sans doute même pas écrit parce qu'il aurait pas pris la peine de le faire parce que bon. Mais là, finalement, Sophie qui m'écrit une espèce d'éloge d'appréciation de mon produit et de ma personne, entre autres. Donc là, j'étais vraiment là, sous le choc. J'ai partagé ça sur les réseaux sociaux et maintenant, grâce à toutes sortes de petits messages des gens de la communauté artistique et tout, ça m'a permis de me faire une belle crédibilité, tu sais. Est-ce que vous allez, j'imagine, avec toutes les émissions, vous êtes très active aussi sur les réseaux sociaux. Oui. Avez-vous le temps d'aller encore chez les gens? C'est vraiment important pour moi. Oui, parce que ça me garde groundée, puis ça me permet de continuer de voir c'est quoi la réalité de mes Miss Sushi, tu sais, que ce soit le coût de l'épicerie qui augmente, que ce soit tu sais, l'espèce la tendance en bouffe, ça évolue aussi, que ce soit la clientèle qui change pour plein de raisons. Pour moi, c'est vraiment important d'en faire encore. Fait qu'à la place que ce que je fais souvent, soit je m'invite dans une soirée sushi ou soit je choisis au hasard chez qui je vais aller, peu importe. Puis la cliente est souvent bien contente de me voir. J'imagine bien. Mais vous êtes allé aussi chez des gens qui sont connus. Vous êtes allé chez Véronique Cloutier. Vous êtes allé... on doit vous en parler, ça, de temps en temps. Dire comment ils sont. Comment ils sont aussi fins? Ils sont tous fins, en vrai. J'ai la chance d'aller, pour moi, j'ai la perle du star système québécois parce que, bien honnêtement, j'ai beaucoup de plaisir. J'ai eu la chance de faire l'anniversaire à Guilla il y a à peu près 2 ans. Donc, tu sais, je vais me promener dans le milieu, mais moi, je peux aller chez Ginette à Brossard ou aller chez Guilla, puis je vais être aussi contente de faire mes bouchées à peu importe qui, peu importe son statut. Là, c'est un 2e livre pour vous. Ouais. Est-ce que vous réalisez aujourd'hui, parce que là, ça fait quand même juste quelques années, oui. là, ça fait pas 20 ans, ça fait quoi, 6-7 ans là, que Exactement. vraiment vous êtes là-dedans. Ouais. Est-ce que vous réalisez à quel point c'est rendu gros, les Miss Sushi? Est-ce que des fois, vous asseyez, vous dites « Hey, j'ai déjà 2 livres, j'ai mon émission de télé. » Il me semble que ça s'est passé vite, non? Effectivement. Autant que j'ai été longtemps toute seule à roder mon entreprise, que quand ça a démarré, puis ça continue de monter. J'espère pas monter comme ça parce que je considère que je monte comme ça dans le sens où je veux pas justement arriver puis me planter. Donc, j'essaie de faire du mieux que je peux toutes les sphères que je touche dans mon métier. C'est sûr que réaliser... Je remercie la vie tous les jours, mais de vraiment être consciente de toute la chance
dû au travail, évidemment, que j'ai fait pour être ici. Les livres, les Miss Sushi, les produits dérivés, tout ça. Je te dirais que c'est tout tellement une histoire de passion puis de concours de circonstances, de belles rencontres, que oui, je remercie la vie. Oui, j'en suis consciente, mais je suis surtout très fière d'avoir des gens dans mon équipe, dans mon entourage qui me permettent de faire toutes sortes de choses en lien avec ma passion. Donc, je suis pas mal fière. Puis il y a bien d'autres choses qui s'en viennent aussi que je peux pas dire. Donc, je pensais que vous alliez me donner un scoop, là. Mais là, non, j'en ai pas. J'en ai, mais je peux pas les dire. Bon, on respecte ça, on peut bien comprendre. Mais Mais là, oui. c'est ça, il y a tartare, sushi. C'est pas un peu limité dans ce secteur-là? Hey, Il y a- vraiment, là, j'aurais pu écrire... je pense que je pourrais écrire à l'infini. Honnêtement, il a fallu que je décide qu'est-ce que j'allais pas mettre dans le livre tartare, sinon il serait pas de même. Vous auriez pu faire 2-3 livres. Ah oui, absolument. Donc, Alors, ça se peut que... ça il y a- se peut. Ça se Mais c'est ça. Je vais pas sortir rouleau de printemps à la maison, là. Je veux dire, à un moment donné, je me concentre sur les sushis, les tartares. Mais il y a d'autres choses qui s'en viennent. C'est juste d'apporter ça de manière différente aussi pour le lecteur. Et puis, écoute, moi, je sais que tous les gens qui viennent me voir sont comme, on a hâte au 3e déjà. Fait que là, je me dis, mais ça va sûrement être un mix des deux. Sushi et tartare pour le 3e. C'est encourageant. Ouais. Est-ce que vous avez peut-être pensé, parce que là-dedans, vous parlez beaucoup de votre cheminement, est-ce que vous avez pensé d'écrire peut-être, parce que on appelle ça là, les go-getters, une fonceuse, d'encourager les jeunes à, Ben oui. à aussi fonder, Absolument. faire leur propre emploi, parce qu'on sait que c'est pas toujours facile. Non, c'est vrai. Moi, je suis conférencière aussi dans la vie, donc je donne énormément de conférences dans toutes sortes de milieux différents, que ce soit les écoles secondaires, les centres pour jeunes, les centres locaux d'emploi aussi, entre autres, pour dire que ça se peut d'avoir une passion puis de décider d'en vivre, tu sais. Donc, oui, genre, je me le fais souvent demander un peu aussi une biographie, mais là, tu sais, j'ai même pas encore 30 ans, ça serait le fun Ça peut d'attendre attendre un petit peu, au ça. moins, On peut tu sais, faire d'autres c'est ça. livres de Mais cuisine par contre, d'ici je là. peux, oui, peut-être partager mon expérience là-dedans, mais là, étant donné qu'il y a quelque chose qui s'en vient que je peux pas dire, mais ça ne saura tarder. On attend avec impatience, Voilà. Geneviève Evrel. Ceci dit, qu'est-ce que ce serait là, votre rêve le plus fou? Là, on ne parle pas d'argent, là, on ne parle pas de lieu. On parle, qu'est-ce que vous pourriez réaliser? Là? Qu'est-ce que c'est votre but ultime? En avez-vous un d'abord? Mais j'ai tellement plein de rêves. Mettons que c'est pas quelque chose de... Mettons que c'est quelque chose un peu d'irrationnel, puis un peu comme... comment je pourrais dire ça? Que ce soit vraiment pour mon propre plaisir, puis juste comme... accomplir quelque chose. Oui, en carrière, ça va bien. Il y a plein de projets qui s'en viennent. Mais tu sais, une petite chose, moi, je sais que je vais voir Céline en janvier, là. Puis si j'ai une selfie avec Céline qui mange un de mes sushis, là, ça va être pas mal le fun. Fait que Ben, Claudette est pas loin. On va lui Allez-y, demander. peut-être qu'elle a un bon contact habituellement. c'est ça. Ben, c'est ce qu'on vous souhaite. Ça et bien d'autres choses. Puis pour Merci. vos projets futurs, Ouais. on ne connaît pas la nature, on s'en Non, doute un c'est peu. ça, il y a plein de mais belles on vous choses. souhaite le meilleur. Geneviève Merci. Evrel, merci beaucoup d'avoir été au salon avec Merci nous. à vous. Geneviève Evrel, mesdames et messieurs, merci beaucoup. On l'applaudit. Merci. Merci tout le monde d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne fin de salon du 51e. Autre chose qui s'en vient sur la scène bientôt. Marie-Danielle Roy qui vous remercie de votre attention. Puis on se donne rendez-vous l'année prochaine pour la 52e. Merci.